Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'ancien ministre des Mines et de la Géologie sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara est inculpé aux États-Unis pour corruption et blanchiment d'argent. Si sa culpabilité est prouvée, il encourt jusqu'à 10 ans de prison selon la loi américaine. Les familles des médecins victimes d'Ebola se sentent abandonnées par l'État guinéen. Certaines familles affirment avoir mené plusieurs démarches auprès des autorités en vain. La Corée du Sud organise une élection présidentielle anticipée ce 9 mai, seulement 2 mois après la destitution de l'ancienne présidente Park Geun-hye. Des élections sur fond de tension avec sa voisine, la Corée du Nord. Je vous le disais à l'instant, l'ancien ministre des Mines et de la Géologie de 2009 sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara est retenu dans les liens de culpabilité par la justice américaine. Il est reproché à Mahmoud Diam d'avoir touché à des pots de vin et de blanchiment d'argent. Selon Akoumba Diallo, spécialiste des mines, l'affaire pourrait s'élargir à d'autres personnes. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Awal Camara l'ont interrogé. Suivez. La justice américaine reproche à Mahmoud Diam d'avoir ouvert un compte à Singapour en relation avec le PDG de China International Fund, qui lui-même, faut-il le rappeler, est condamné par la justice chinoise à 40 ans de prison ferme pour des faits de corruption et de blanchiment d'argent. Le compte ouvert par l'ancien ministre des Mines aurait reçu un montant de 8,5 millions de dollars. Et que ce paiement aurait été effectué par Sampa, le patron de China International Fund. Plus grave pour Mahmoud Diam, il a ouvert ce compte en qualité de consultant sans avoir déclaré au préalable qu'il était ministre en République de Guinée. L'argent a servi à l'achat d'une maison et la prise en charge des frais de scolarité de ses enfants. La justice américaine va plus loin en affirmant que l'argent a été blanchi, car une partie de cette somme a transité par la Malaisie avant d'arriver aux États-Unis. Il a été reconnu coupable de prise de pots de vin et de blanchiment d'argent. La peine de prison requise pour ces deux accusations est de 15 ans de prison ferme. Pour l'instant, le juge n'a pas prononcé de sentence. D'ici le 11 août, l'ancien ministre des Mines et de la Géologie a la possibilité de produire des documents qui pourraient plaider pour sa clémence. En 2009, le CNDD, alors au pouvoir, engage des négociations avec le fonds chinois basé à Singapour, dénommé China International Fund, qui était en partenariat avec la Sonagol, une société angolaise. Ce partenariat appelé Investissement Mine contre Infrastructure avait comme premier signataire Boubacar Bari, actuel ministre de l'Industrie. Ce mémorandum signé, la Guinée s'est engagée dans les négociations et les ministres des Mines et de la Géologie, Mahmoud Diam, et celui de l'Économie et des Finances, le capitaine Mamadou Sandé, y ont apposé leur signature. Les familles des médecins victimes d'Ebola se sentent laissées pour compte alors que leurs parents ont sacrifié leur vie en tentant de sauver celle des milliers de personnes atteintes du virus. Ces familles affirment avoir mené plusieurs démarches auprès des autorités en vain. Idriss Sabari et Mohamed Al-Husseini et Camara ont rencontré la famille du premier médecin victime du virus. Suivez. Hawa Camara est la veuve du feu docteur Gassimo Bangoura, premier médecin victime de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Depuis le décès de son mari en 2014, cette dame et ses 3 enfants sont abandonnés. La seule assistance dont elle a bénéficié au lendemain du décès de son mari, ce sont les 10 000 $ que l'OMS, à travers la Coordination nationale de lutte contre Ebola, avait accordé à chaque famille de médecins décédés dans le combat pour la lutte contre cette maladie. Quand nos maris sont décédés, ils nous ont promis qu'ils vont les payer jusqu'à leur âge de retraite. Après ça, qu'ils vont régler les pensions, qu'ils vont pas nous oublier, qu'ils vont prendre en charge nos enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, tout ça là, ils n'ont pas fait. Ils nous ont complètement abandonnés. Partout où on va, on nous dit « Ah, comme on vous a donné les 10 000 $ là, contentez-vous de ça. » Hawa n'est pas la seule dans cette situation. Comme elle, ce sont plusieurs familles de médecins qui ont été endeuillées par Ebola. Aujourd'hui, avec ses 3 enfants, Mme Bangoura traverse une période très difficile.
Elles se sentent abandonnées par le gouvernement. Pourtant, au cours de la réunion internationale sur les vaccins anti-Ebola pour la Guinée et le monde, tenue à Conakry ce 4 mai, le chef de l'État, Alpha Condé, a annoncé qu'il fallait rendre hommage à tous les médecins victimes de cette épidémie. Hawa se dit sceptique sur ces propos du président de la République. Si réellement l'État pensait à nous ou bien à nos maris et pensait à la manière dont ils sont décédés, ils n'allaient pas nous oublier. On est oublié. Ces paroles-là, vraiment, moi, je n'ai pas confiance. Pas du tout. La veuve de Dr Bangoura, au nom de toutes les familles endeuillées par la maladie à virus Ebola, invite les autorités et la corporation des médecins à faire face à leur situation. On est jeunes, on n'est pas expérimenté dans ce genre de situation. Donc c'est eux qui devaient se battre pour nous. Ça c'est pour les médecins. On souffre, on n'a rien, les enfants sont là, on est logés, on a plein de problèmes. Donc vraiment, l'État n'a qu'à nous aider. Parce que les maris qui sont décédés là, c'est des martyrs. Ils sont décédés en sauvant la vie d'autrui. Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique a lancé ce matin le concours d'art plastique. 10 jeunes étudiants et amateurs participent à cette compétition. L'objectif est de sensibiliser sur les maladies cardiovasculaires et pas seulement dénicher des talents en promouvant la peinture, bien sûr. Alseni Bari et Ibrahima Souma y étaient pour nous. Suivez le reportage. Pour ce concours, ces artistes peintres ont été formés pendant 2 jours par un médecin spécialiste des maladies cardiovasculaires. Ils doivent par leur œuvre informer, éduquer la population sur les moyens de prévention et de lutte contre cette maladie. Si la maladie est non transmissible par voie interhumaine, la maladie est bel et bien transmissible par d'autres voies. Et c'est surtout pour mettre l'accent sur les modes de transmission de cette maladie et ces modes de prévention que nous avons initié donc des peintres qui eux-mêmes vont essayer dans un élan d'information, d'éducation et de communication d'initier l'ensemble des populations au risque de cette maladie. À l'issue d'une visite guidée, le ministre de la Culture s'est réjoui des exploits réalisés par ces jeunes artistes. La plupart d'entre eux sont des étudiants de l'Institut des Arts de Djubreka, ISAG. Malgré leurs maigres moyens, ils parviennent à faire des prouesses. Au-delà surtout des encouragements et des satisfecits et autres prix décernés aux meilleurs de cette année, il y a d'autres idées qui peuvent naître à partir de l'édition de cette année. Nous nous disons, écoutez, il n'y a pas assez de visibilité sur les arts plastiques en Guinée. Il n'y a pas assez de visibilité sur la peinture. Et nous voyons aujourd'hui éclore un certain talent à ce niveau-là. Pourquoi ne pas accompagner donc ces talents dans son éclosion et faire de Conakry une plaque tournante des arts plastiques et de la peinture en Afrique de l'Ouest. Armés d'un pinceau et de la peinture, chacun de ces jeunes a un talent particulier et une imagination indomptable. Pour ce concours, tous nourrissent un grand espoir. Bon, la particularité de mon œuvre se trouve ici dans sa représentation par rapport aux autres. Vu les informations qu'on a eu à recevoir par rapport aux maladies cardiovasculaires, l'idée m'est venue aussi de représenter les personnes victimes de cette maladie. J'ai compris le thème. Je sais faire le réalisme et le surréalisme, ce qu'on dit l'abstrait, l'abstraction, chose paysagisme. En Guinée, l'art plastique n'est pas valorisé et les jeunes peintres encore moins. Ce concours prendra fin le 13 mai avec à la clé des remises de prix aux meilleurs plasticiens. Autre chose dans ce journal, les jeunes du quartier Dar es Salaam accusent le gouverneur Mathurin Bangoura d'avoir détourné leur argent, une somme de 160 millions de francs guinéens. Ces jeunes étaient chargés d'entretenir et de sécuriser la décharge de la minière. Après plusieurs mois de travail, ils sont restés sans prime. Ils parlent du non-respect du contrat et réclament leur dû au gouverneur. Le reportage de Mohamed Valek Touré et de Abdoulaye Kamara. Ces jeunes, en colère, réclament au gouverneur de la ville de Conakry la somme de 160 millions de francs guinéens pour le non-respect d'un contrat pour l'assainissement de cette décharge et sa sécurité. Ils accusent le général Mathurin d'avoir violé le contenu de ce document. Nous avons signé un contrat à durée illimitée et
à un certain moment, il nous a abandonnés sans papier, qui prouve vraiment que notre contrat a été résilié. Donc nous avons entamé des démarches pour ça. On s'est vu avec monsieur le maire de la commune de Ratoma, qui a joué la médiation entre nous et le gouverneur. Le gouverneur nous a appelés, on n'a pas trouvé un consensus. À la suite du décret présidentiel confiant l'assainissement de la ville de Conakry au génie militaire, le gouvernorat a déclaré avoir dénoncé le contrat. L'association des jeunes pour le futur dit de ne pas avoir été saisie officiellement. La rémunération journalière dans ce contrat s'élève à 20 millions de francs. Nous voulons qu'on soit rétabli dans nos droits. C'est tout ce qui fait que nous agissions d'une manière pacifique pour le moment, pour voir comment est-ce qu'on peut aboutir à une table ronde pour arranger la situation. Ces jeunes au nombre de 40 menacent de descendre dans la rue. Quant au gouverneur de Conakry, il maintient que le contrat liant son institution à cette association a été résilié. Il ne serait donc plus valable. En région, le village communautaire construit en 2011 par la Compagnie des bauxites de Guinée dans l'élan d'accompagner la Guinée dans la célébration des festivités du cinquantenaire. L'édifice récemment rénové est affecté à ce jour à la préfecture de Boké. Il accueille la majorité des visiteurs, notamment les délégations gouvernementales. Explication Kadia Diallo, Mohamed Al-Husseini Kamara. Bâti en 2011, ce complexe hôtelier est construit par la Compagnie des bauxites de Guinée à hauteur de 7 milliards de francs guinéens. Le montant de cette réalisation est prélevé à partir des taxes minières versées par la CBG. Grâce à la politique de développement du professeur Alpha Condé, qui a orienté la première fête tournante vers Boké, cet édifice aujourd'hui fait partie des 42 actions qui ont été programmées pour Boké en 2012. Ce site qu'abrite cet hôtel est anciennement une zone couverte de palmeraies. Aujourd'hui, avec le recrutement d'un nouvel entrepreneur, des prouesses deviennent remarquables. Monsieur le préfet a eu l'intelligence de convoquer tous les présidents de CRD et les sous-préfets pour leur demander que nous sommes en train de perdre ce grand édifice. Donc, la conclusion, ils ont demandé de trouver un privé qui va s'occuper de l'entretien et la gestion de ce village communautaire. Depuis qu'on m'a enlevé préfet, je suis assis, je ne fais rien, je vais tenter. Des cases modernes, chacune comporte le nom de l'une des sous-préfectures de la localité. L'octroi de cet édifice aux autorités préfectorales n'a pas permis sa mise en valeur. Ce n'est qu'après la privatisation de sa gestion qu'un progrès est constaté. L'exploit est vivement salué par les fils du terroir. Le gestionnaire de ce complexe hôtelier n'est autre que le dernier préfet de feu général Lansana Conté, nommé à 2 semaines de la fin du régime. Ailleurs dans le monde, il règne sur la plage comme une ambiance d'avant-bataille. La mine grave, oppressée par la chaleur, des centaines d'hommes attendent à l'ombre de bâches en plastique le moment où ils empoigneront leurs armes automatiques et iront voguer sur le lac Turkana dans le nord du Kenya. Armés et prêts à en découdre, sur la plage du lac Turkana, il règne comme une ambiance d'avant-bataille parmi les pêcheurs. Les rivalités traditionnelles font rage dans cette région sans loi du nord du Kenya, où les ressources sont de plus en plus rares et les poissons convoités. On ne négocie pas lorsqu'on rencontre les Dessanèches. On tire à vue et ils tirent à vue. C'est la seule langue que nous parlons. Autrefois, une pêche n'était réussie que si les filets débordaient de tilapia, de perches du Nil, de carpes. Aujourd'hui, les pêcheurs sont contents de regagner le rivage en vie. Le coupable, Gib 3, le barrage le plus haut d'Afrique, construit à 600 km au nord sur l'Omo, l'affluent éthiopien du lac Turkana. Si vous arrêtez ces crues saisonnières pour contrôler le débit, cela veut dire que le stimulus pour la migration des poissons en amont de la rivière, pour se reproduire avant de revenir, sera perdu. Donc, nous aurions un effondrement au niveau du cycle de reproduction. Les pêcheurs se sentent abandonnés par le gouvernement
qui serait plus intéressé par la possible importation d'électricité que par le sort d'une région historiquement marginalisée. Et la rivalité séculaire entre les Turkana et les Dessanèques, qui habitent de part et d'autre entre le Kenya et l'Éthiopie, est devenue meurtrière. Rien de bon ne sort de ce lac, seulement la mort. Leurs filets de pêche rencontrent les nôtres dans le delta. Ils jettent leurs filets d'un côté alors que nous faisons la même chose de l'autre. Les fortes marées nocturnes poussent les filets qui finissent par s'emmêler dans le lac. Donc récupérer nos filets devient un problème qui conduit à des affrontements. Alarmés par ces dangers, quelques chefs Turkana et Dessanèques ont débuté en mars des pourparlers de paix. Le pire est peut-être à venir, car l'ambition éthiopienne est également agricole. Des projets d'irrigation impliquent le détournement de quantités colossales d'eau. Avec environ 90% de l'afflux d'eau douce du lac qui provient de la rivière Omo, la bataille pourrait être alors perdue pour tout le monde sur les rives du Turkana. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez un excellent début de week-end où que vous soyez. Au revoir.